cache des preuves sur une civilisation perdue. Oh mais comment peut-on cacher des preuves? On ne peut pas. Pendant des décennies, l'archéologue le plus influent d'Égypte, Zahi Hawass, a rejeté toutes les théories suggérant l'existence de structures cachées sous le sphinx. Désormais, il a reconnu que quelque chose se trouve en dessous. Pas une rumeur, pas une spéculation. Quelque chose de réel. Et ce seul aveu ne se contente pas de révéler une cavité enfouie. Il commence à démanteler tout ce que nous pensions avoir compris sur le monument lui-même. Alors que les relevés géologiques et l'imagerie radar concordent, une nouvelle logique architecturale commence à émerger. Et si le sphinx n'avait jamais été conçu pour n'être qu'une simple statue? Et s'il avait été bâti pour dissimuler quelque chose? Le silence pharaonique. L'architecture de l'Égypte antique suivait une règle immuable. Chaque structure portait une signature royale. Des obélisques au temple, les hiéroglyphes proclamaient la propriété et la fonction des lieux. Le nom d'un pharaon n'était pas un simple ornement, il était essentiel. Dans la croyance égyptienne, le nom préservait l'âme. Sans lui, un monument était spirituellement incomplet. Mais le sphinx brise totalement cette règle. C'est la plus grande sculpture monolithique de la planète, taillée dans une seule masse de roche et pourtant elle ne porte aucune inscription, aucun cartouche, aucune revendication royale, aucune explication sur sa fonction. Même les ouvriers qui ont laissé des graffitis au cœur de la grande pyramide de Gizeh, gravant leur présence avec fierté, n'ont absolument rien laissé concernant le sphinx. Ce silence n'est pas un hasard. Dans une civilisation obsédée par l'identité et l'héritage, laisser la plus grande structure sans signature contredit chaque instinct culturel. Ce n'est pas de l'histoire oubliée, cela semble délibéré. Et dès lors que l'on réalise cela, la question bascule. L'architecture de la dissimulation. Quand l'histoire refuse de répondre, la structure se met à parler. Les pyramides, situées derrière le sphinx, ont été bâties vers le haut, couche après couche, pierre sur pierre. Pour le sphinx, ce fut l'inverse. Il a été sculpté vers le bas. Les ouvriers ont retiré des dizaines de milliers de tonnes de calcaire, creusant une tranchée massive autour d'un noyau central. Ce qu'il restait, c'était le sphinx, isolé, encastré, entouré de parois rocheuses naturelles. D'un point de vue artistique, cela n'a que peu de sens. Pourquoi placer une statue monumentale au fond d'une fosse, limitant ainsi la visibilité? Mais d'un point de vue défensif, c'est parfait. La tranchée fait office de barrière. Personne ne peut approcher la base par les côtés ou l'arrière sans creuser la roche vive. Le creusement de tunnels horizontaux devient alors quasi impossible. Vient ensuite le problème des proportions. La tête est trop petite pour le corps. Les schémas d'érosion ne concordent pas. Pendant des années, on a mis cela sur le compte de l'érosion ou d'un défaut de conception. Mais une autre interprétation semble plus juste. Le corps a pu exister en premier, une formation calcaire naturelle, déjà érodée par le temps. Puis, bien plus tard, un pharaon a remodelé la partie supérieure pour en faire un visage humain. Cela change tout, car il ne s'agissait pas de créer une statue. Il s'agissait de redéfinir quelque chose qui était déjà là. En sculptant un visage royal dans la pierre, la structure a acquis une identité, une légitimité, un sens. Mais elle s'est aussi dotée d'un déguisement. La tranchée bloque l'accès physique, le visage bloque la curiosité intellectuelle. Ensemble, ils forment un système de dissimulation complet. Et une fois qu'on le voit ainsi, la logique pointe dans une seule direction, vers le bas. L'anomalie souterraine. Pendant des siècles, les archéologues ont supposé que le sphinx reposait sur du calcaire massif. En dessous, il n'y avait rien, juste la roche mère. Cette certitude a tenu jusqu'à ce que la technologie évolue au-delà des limites physiques. À la fin du XXe siècle, des chercheurs ont commencé à utiliser des radars à pénétration de sol et des scanners électromagnétiques, des outils capables de voir sous la surface sans aucune excavation. L'une des études majeures fut menée par l'université Waseda sous la direction du docteur Sakuji Yoshimura. Leur but n'était pas la découverte, c'était la préservation. Mais ce qu'ils ont trouvé a tout changé. Le radar n'a pas renvoyé de simples motifs géologiques aléatoires. Il a montré une structure. Sous la patte nord et entre les pattes avant, les scans ont révélé des cavités, de grandes cavités. Et il ne s'agissait pas de cavités irrégulières façonnées par l'érosion, mais d'espaces définis par des angles droits, des surfaces planes et des parois verticales. La nature ne crée pas de rectangle parfait sous terre, seule l'intelligence le peut.
Plus troublant encore, ces cavités ne semblaient pas isolées. Les données suggéraient des couloirs, des passages étroits reliant des chambres au sein d'un système plus vaste. Les estimations de profondeur allaient de 5 à plus de 12 mètres sous la roche-mère environnante. Des études sismiques ont ensuite confirmé des variations de densité caractéristiques d'une construction artificielle. Puis survint un élément encore plus difficile à ignorer. Lors de travaux de restauration, des ingénieurs ont foré de petits trous dans les fondations du sphinx. Les échantillons ont révélé quelque chose d'inattendu. Du granit, pas du calcaire, du granit. C'est important car l'intégralité du plateau de Gizeh est constituée de calcaire. Le granit n'y existe pas à l'état naturel. La source la plus proche se trouve à Assouan, à plus de 800 km de là. Cela signifie que ce matériau a été transporté, posé là, utilisé délibérément. Et le granit n'est pas facile à travailler. Il est dense, dur et résistant. Son utilisation en sous-sol suggère un renforcement, une intention structurelle. À ce stade, les preuves n'étaient plus de simples anomalies isolées. C'était devenu un schéma récurrent. Le radar montrait des chambres. Les scans sismiques confirmaient une structure. L'analyse des matériaux prouvait une construction externe. Et rien de tout cela ne correspondait à l'explication traditionnelle. Car si le sphinx n'était qu'un monument dédié à un pharaon, pourquoi dissimuler un complexe sous ses pattes ? Pourquoi ne rien avoir consigné en surface, tout en bâtissant quelque chose de si précis en profondeur ? Une civilisation n'oublie pas son plus grand accomplissement, à moins que tout cela n'ait jamais été censé être vu. Le revirement officiel. Pendant des décennies, tout cela a été écarté. Au cœur de ce déni se dressait Zahi Hawass. En tant que chef du Conseil suprême des antiquités égyptiennes, il contrôlait les permis de fouille, les autorisations de recherche et l'accès à l'information. Et sa position était ferme. Il n'y avait rien sous le sphinx. Les anomalies radar étaient des fractures naturelles, des irrégularités géologiques. Du bruit. Le récit officiel restait intact. Le sphinx fut érigé par Khéphren comme un monument, rien de plus. Cette certitude n'était pas seulement scientifique, elle était institutionnelle. Admettre le contraire reviendrait à réécrire l'histoire. Cela déstabiliserait l'égyptologie, perturberait les circuits touristiques et ouvrirait la porte à des spéculations incontrôlées. Alors le système a tenu bon, jusqu'à ce que les données deviennent trop cohérentes pour être ignorées. Des décennies de scans, des équipes différentes, des technologies différentes, tout pointait vers le même endroit, la même géométrie. Les lignes droites ne se répètent pas par hasard. Les angles droits ne naissent pas de l'érosion. La pression a fini par atteindre un point de rupture. Et puis, en 2024, quelque chose a basculé. Pas par des fouilles, par le langage. Lors d'une déclaration officielle millimétrée, Hawass a affirmé « Nous avons trouvé quelque chose sous le sphinx. Aucun détail. Aucune conclusion. » Mais cela n'avait pas d'importance, car l'essentiel ne résidait pas dans ce qu'il disait, c'était dans ce qu'il autorisait désormais à exister. Pour la première fois, le plus fervent défenseur de l'ancien récit reconnaissait la contradiction. Et avec cela, tout l'édifice s'est effondré. Il n'était plus question de savoir si quelque chose existait sous le sphinx. Le débat était clos. Désormais, la question était « De quoi s'agit-il » Le monument recontextualisé. Dès que l'on écarte l'idée d'un simple monument, tout change. Le fossé n'est plus une carrière, c'est une barrière. Sa masse n'est plus symbolique. Elle devient fonctionnelle. À plus de 70 000 tonnes, le sphinx devient tout autre chose. Un couvercle, un mécanisme de scellement. Le fossé isole la structure, empêchant tout accès latéral. Le poids au-dessus interdit toute intrusion verticale. Ensemble, ils forment un verrou naturel, un verrou qui ne nécessite aucune pièce mobile. La gravité devient le système de défense, mais les barrières physiques seules ne suffisent pas. C'est là que le visage entre en scène. Graver une effigie humaine sur la pierre transforme l'édifice. Il cesse d'être un objet, il devient un symbole, un gardien, une divinité, une entité à respecter et non à questionner. Et dès qu'une chose devient sacrée, on arrête de creuser dessous. C'est de l'ingénierie psychologique. Un bouclier narratif superposé à une protection physique. Et soudain, le silence prend tout son sens. On ne signe pas une structure que l'on veut faire oublier. On ne laisse pas d'instructions pour ce qui doit rester scellé. Le sphinx n'a pas seulement été bâti, il a été mis en scène, présenté comme une chose pour en cacher une autre. L'ultime question. Quand l'ancienne interprétation s'effondre, une autre prend sa place. Pas une certitude, une pression, car s'il s'agissait d'un système de dissimulation,
Si une civilisation entière a sculpté, remodelé, transporté et effacé les preuves pour protéger ce qui se trouve dessous, alors ce qui gît là-bas n'avait rien d'ordinaire. Cela exigeait un labeur colossal, une planification avancée, un secret absolu et un silence total pendant plus de 4500 ans. Ce n'est plus seulement une anomalie archéologique, c'est une contradiction ancrée dans l'histoire elle-même. Car le Sphinx ne peut pas être à la fois un monument destiné à être vu et une structure conçue pour cacher quelque chose dessous. L'un de ces rôles est faux. Et désormais, pour la première fois, les preuves nous obligent à trancher. Dès lors, la question ne porte plus sur les scans radars ou les inscriptions manquantes. C'est une interrogation bien plus difficile à résoudre. Que pourrait-il bien exister sous le Sphinx qui méritait d'être caché au futur lui-même ?